Hola amigos! Aujourd'hui je vous emmène au Pérou. C'est un pays haut en couleurs qui va à coup sûr vous procurer un plein d'émotions et de sensations fortes. Entre la variété des paysages, la richesse de la culture inca, l'accueil chaleureux des habitants et leur tenue vestimentaire colorée, le dépaysement est vraiment garanti. Nous visiterons d'abord Lima, sa capitale. Riche de vestiges coloniaux et d'édifices religieux, elle dispose également de quartiers plus branchés comme celui de Miraflores et d'une relève de la garde au répertoire musical vraiment singulier. Puis nous nous rendrons à Arequipa, la deuxième ville la plus importante du Pérou, renommée pour ses constructions en pierre volcanique blanche et pour son monastère aux ruelles colorées. Nous gagnerons les hauteurs de la cordillère des Andes pour atteindre le célèbre lac Titicaca, le lac navigable le plus haut du monde à 3800 mètres d'altitude. Cela nous donnera l'occasion de rencontrer la communauté des Huros sur leurs îles flottantes en roseau, mais aussi de passer une nuit chez l'habitant sur l'île d'Amantani pour en savoir davantage sur le mode de vie traditionnel des communautés locales. Nous rejoindrons ensuite la vallée sacrée des Incas et ses paysages incontournables. Nous nous perdrons le long des rues pavées de Cusco, la capitale de l'Empire Inca, avec ses murs antisismiques, très caractéristiques, et nous découvrirons plusieurs sites archéologiques aux alentours. Et enfin, nous terminerons par le joyau de la civilisation Inca, le célèbre Machu Picchu, qui vous offrira une expérience inoubliable. Que vous soyez un aventurier en quête d'adrénaline, un amoureux de la nature ou un passionné d'histoire, le Pérou a tout ce qu'il vous faut. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout, je vais vous montrer ce qui vous attend sur place si vous souhaitez explorer les endroits les plus emblématiques du pays et vivre un voyage unique. Nous commençons logiquement par Lima, la capitale. On pourrait croire qu'il ne fait pas beau aujourd'hui, mais en fait, c'est comme ça 6 mois sur 12. À cette période, c'est la saison sèche, mais c'est aussi l'hiver. Et il faut savoir que Lima ne bénéficie que d'1 heure d'ensoleillement par jour au mois de juillet. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir que le reste du pays est beaucoup plus ensoleillé. La particularité de Lima, c'est qu'elle est située sur la côte ouest du Pérou, le long de l'océan Pacifique, et qu'elle est fortement influencée par ce que l'on appelle le courant de Humboldt. Pour le dire simplement, ce courant transporte des eaux froides du sud vers le nord, le long de la côte péruvienne. Lorsque ces eaux froides entrent en contact avec l'air plus chaud au-dessus de la côte, cela crée une inversion thermique qui favorise la formation de la brume. Mais je ne suis pas un expert de la météo, donc retenons que la ville fut fondée en 1535 par le conquistador espagnol Francisco Pizarro sous le nom de Cité des Rois et qu'elle abrite aujourd'hui près d'1 tiers de la population péruvienne avec 11 millions d'habitants. Ici, on comprend vite que les Espagnols ont colonisé le pays et l'ont bel et bien converti au catholicisme. Le principal attrait de la ville, c'est son centre historique aux allures coloniales et ses nombreuses églises et cathédrales. Prenez le temps d'arpenter les rues du centre-ville jusqu'à la place d'Armes. Il est midi et ça tombe bien, car c'est l'heure de la relève de la garde. Je vous invite à bien tendre l'oreille, car vous allez être surpris par le répertoire musical de la fanfare. Vous l'aurez sûrement remarqué, l'orchestre ne joue pas de musique militaire, mais des bandes originales de films et des chansons de variété. Incroyable, non ? Allez, je vais vous montrer à quoi ressemble le bord de mer en cette saison, car même si le climat est brumeux, les températures restent douces. Donc, profitez-en pour flâner dans la zone de Miraflores. C'est le quartier le plus touristique de la ville, mais également un des plus jolis. Vous pourrez y faire du surf ou du parapente. Baladez-vous aussi du côté du parc de l'Amour, notamment connu pour sa statue du baiser. Juste à proximité, vous pourrez vous promener à Barranco, le quartier bohème de Lima. Ancienne station balnéaire des familles riches de la ville, on peut encore y admirer les grandes maisons colorées
qui témoignent de l'époque dorée de l'endroit. Quand elles ne sont pas laissées à l'abandon, elles sont souvent reconverties en hôtel ou en restaurant. Quittons la brume de Lima. À 1h30 en avion depuis la capitale, nous voici à Arequipa. Il s'agit de la deuxième ville du Pérou en nombre d'habitants, située à 2300 mètres d'altitude au pied des volcans Misti et Chachani. Et ici, il fait beau. La ville ne connaît pas vraiment de saison froide et compte plus de 300 jours d'ensoleillement. Arequipa est surnommée la ville blanche, car ses monuments sont construits en pierre volcanique blanche, justement, communément appelée sillar, ce qui lui donne un cachet tout à fait particulier. Vous y découvrirez une place centrale avec une belle fontaine entourée de palmiers et des arcades surplombées de balcons. Sans oublier bien sûr la cathédrale. Mais le plus impressionnant à Arequipa, c'est le couvent de Santa Catalina. Vous verrez, il est un peu conçu comme une ville dans la ville, avec de nombreuses ruelles et des murs très colorés. À Santa Catalina, les sœurs bénéficiaient d'appartements spacieux avec une cuisine individuelle et même une pièce pour loger les esclaves dont chacune disposait. Le couvent est aussi connu comme le lieu où vivait la sœur Anne des Anges, béatifiée en 1985 par le pape Jean-Paul II. Il y règne une atmosphère vraiment paisible qui vaut le détour. Pour plus d'images et d'informations sur Arequipa, je vous invite à visionner ma vidéo dédiée que je vous remets en description. Nous voici sur le lac Titicaca, le plus haut lac navigable au monde à 3800 mètres d'altitude. Le bateau nous emmène sur les îles flottantes des Uros. Pour être plus précis, les Uros se sont complètement éteints dans les années 1950, abandonnant leur terre de roseaux aux autochtones Aymara de Puno. Ce sont eux qui, désormais, occupent les îles flottantes, à des fins touristiques, il faut bien le dire, mais en y perpétuant les traditions Uros. Vous vous demandez certainement comment on peut faire flotter des îles. Eh bien, le chef du village vous expliquera qu'elles sont conçues à partir de blocs de tourbe qui servent de flotteurs. On y superpose plusieurs couches de roseaux, dans un sens puis dans l'autre, afin de créer une épaisseur suffisante pour se déplacer sans risque de passer à travers. Faut pas se mentir, on s'enfonce un peu quand même, ça bouge légèrement, mais on s'y habitue vite. Vous pourrez visiter l'intérieur des maisons. Bon, vu leur taille, c'est forcément très rapide. Puis on vous proposera d'acheter quelques œuvres artisanales. C'est malheureusement un classique quand on voyage, mais ça reste une occasion de ramener un petit souvenir si vous le souhaitez. Enfin, pour environ 3 €, on vous offrira une petite promenade en bateau traditionnel. Et vous réaliserez une fois encore que le tourisme de masse est passé par là. On y dansait tous en rond. Ciao Maria. Trois petits tours et puis s'en vont. Nous continuons notre trip vers l'île d'Amantani à 2h30 en bateau. C'est sur cette île que vous pourrez dormir chez l'habitant. Franchement, c'est plutôt sympa de se retrouver en immersion dans la vraie vie des Péruviens. Par contre, il faut que je vous livre une petite info qui a son importance. Sur place, les maisons ne sont pas chauffées. Et je vous rappelle qu'on est à 3800 mètres d'altitude. Pour vous le dire plus clairement, la météo annonce -2 degrés la nuit. Vous voyez l'ambiance ? Donc avant de partir au Pérou,
Pensez à bien vous équiper avec doudoune, gants et bonnet et tout se passera bien. Sur la terre ferme, une autre surprise vous attend. Vous devrez gravir une petite côte. Mais dès les premiers pas, vous ressentirez le manque d'oxygène. Vous aurez littéralement le souffle coupé. C'est à peine croyable, mais l'altitude fait qu'il est très difficile de mettre un pied devant l'autre. Et pour ça, les Péruviens ont un remède, la feuille de coca. La feuille de coca, comme elle est pleine de calcium, elle permet d'avoir un effet comme de l'aspirine, c'est-à-dire de fluidifier le sang. Alors je teste. Alors on peut la manger si on veut, mais le but c'est quand même de la mâcher jusqu'à ce qu'on sente comme une sorte de langue pâteuse, quelque chose qui fait que on s'endort un petit peu le palais, comme chez le dentiste. Et après, ça permet en fait à la substance de monter au cerveau et de faire son effet. Donc je confirme, là je commence à avoir la langue pâteuse, ça veut dire que le produit fait effet et monte à mon cerveau. Rien que d'en parler, ça me fait rire. Mais c'est pas hallucinogène, hein. On m'a dit que tant que je voyais pas des lamas roses, je pouvais encore continuer, donc ça va le faire. Jusqu'à la tombée de la nuit, qui arrive vers 17 h, vous pourrez flâner dans le village où vous croiserez des gens en tenue traditionnelle, des animaux domestiques et des cultures organisées en parcelles. Ici, pas de voiture ou d'engin agricole, tout se fait à pied et à la force du poignet. Bien qu'on y sente une ouverture progressive à la modernité, cette île est encore une sorte de parenthèse paisible hors du temps. Le soir venu, vous retrouverez votre famille d'accueil à qui il est de coutume d'offrir quelques présents en signe de remerciement. Pensez donc à l'anticiper, soit en ramenant un cadeau provenant de votre pays d'origine, soit en achetant directement quelque chose au Pérou. Personnellement, j'ai offert des crayons de couleur et des bananes. Pendant le dîner, vous pourrez discuter un peu de la vie sur place. Malgré la barrière de la langue, vous comprendrez que l'île est organisée en collectivité et que les habitants sont sollicités à tour de rôle pour accueillir les voyageurs afin que chacun bénéficie des revenus du tourisme. Et d'ailleurs, ce sont majoritairement des Français. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la vie des habitants sur le lac Titicaca, je vous invite à visionner ma vidéo dédiée que je vous remets en description. Nous allons maintenant rejoindre la vallée sacrée des Incas. Notre parcours nous mène à Siyustani, sur les rives du lac Humayo. Siyustani est un site funéraire. Il est constitué de tombes en forme de tour, appelées chulpas. Toutes cylindriques et atteignant parfois une hauteur de 12 mètres, elles étaient réservées à des personnages de rang social élevé et destinées à conserver les restes de plusieurs individus regroupés en famille et accompagnés d'offrandes. On en trouve sur de nombreux sites dispersés dans l'altiplano du Pérou, mais celles de Siyustani sont parmi les mieux conservées et sont situées dans un cadre magnifique. Nous arrivons à la cité de Pisac, à environ 30 km de Cusco. Ce village est connu pour son marché traditionnel, ce qui vous donnera une nouvelle opportunité d'acheter quelques souvenirs confectionnés par les artisans locaux. Prenez le temps de vous perdre parmi les tissus multicolores, les tricots, les nappes et autres ponchos. Si le cœur vous en dit, vous pourrez également goûter des petits pains aux fruits et légumes cuits au four et proposés tout chaud près de la place principale. Enfin, pour les amateurs, la dégustation du cochon d'Inde grillé est aussi possible. Elle est d'ailleurs très appréciée des Péruviens. Mais sur ce coup-là, c'est vous qui voyez. À quelques kilomètres, faites un tour aux Salines de Maras. C'est comme si elles défiaient les lois de la nature, puisqu'elles sont accrochées à flanc de montagne sur les hauteurs de la vallée sacrée des Incas, à 3300 mètres d'altitude. Selon les géologues, cette source saline proviendrait de couches de sel naturellement présentes dans la roche. Les nappes phréatiques souterraines remonteraient à la surface par des fentes et créeraient ainsi de l'eau salée.
Les 3600 bassins qui font de ce site un lieu d'exception offrent un panel de couleurs très photogénique qui vaut vraiment le détour. Dans la même zone, vous pourrez vous rendre à Morée, un site unique avec des terrasses circulaires qui étaient probablement utilisées à des fins agricoles et expérimentales. Les Incas pouvaient y simuler différents types de climats. Non loin de là, la montagne des 7 couleurs est l'une des destinations naturelles les plus extraordinaires du Pérou. Sa coloration spectaculaire est due à la présence de minéraux dans la roche qui créent des couleurs éclatantes allant du rouge au violet en passant par le vert et le jaune. Par contre, ce site n'est pas accessible en voiture. Il faut généralement entreprendre une randonnée d'une journée à plus de 5000 mètres d'altitude pour y accéder. Et on l'a vu, le mal des hauteurs peut représenter un défi pour ceux qui ne sont pas acclimatés. Donc c'est un site à envisager uniquement si vous êtes en très bonne condition physique. Nous voici à Cusco. C'est la ville la plus visitée du Pérou avec 1,5 million de voyageurs par an. Considérée comme la capitale de l'Empire Inca, elle est aussi le point de départ de toutes les excursions vers les sites archéologiques incontournables de la région. Commençons par le site de Tambo Machai où vous serez accueillis par les alpagas. Il est considéré comme un centre de culte et d'hommage à l'eau avec ses 2 fontaines toujours fonctionnelles et plusieurs niches qui auraient pu servir d'abri à des gardes. Le site de Kenko, dont le nom signifie méandre ou labyrinthe, se présente comme une roche taillée pour créer des passages sinueux et des autels destinés au culte du puma et du serpent, tous deux considérés comme sacrés. Des sacrifices de lamas y étaient pratiqués et le sang qui s'écoulait permettait de prédire la qualité des récoltes. Kenko est aussi une importante nécropole où furent découvertes de nombreuses momies. On pense notamment que c'est ici que fut inhumé Pachacutec, à qui l'on attribue l'édification du Machu Picchu. Le site de Sacsayhuamán est composé de remparts parallèles de 300 mètres, disposés en zigzag et constitués de blocs monolithiques parfaitement assemblés et encastrés les uns dans les autres. Les techniques utilisées pour transporter ces masses restent encore un mystère. Certains blocs pesant jusqu'à 17 tonnes. Le plus grand mesure 9 mètres de haut, 5 mètres de large et 4 mètres d'épaisseur. Certains disent qu'il aurait fallu 60 ans à 60 000 hommes pour construire cet ensemble architectural impressionnant. Mais je vais maintenant vous montrer la ville de Cusco. Et tout d'abord cette église un peu particulière, construite sur les ruines du Coricancha, qui n'est rien de moins que le lieu le plus sacré de tout l'Empire Inca. Les conquistadors le pillèrent consciencieusement dès leur arrivée et décidèrent de construire en lieu et place l'église et le couvent Santo Domingo au milieu du XVIe siècle. Les pierres d'origine servirent à bâtir de nouveaux édifices, mais une partie de l'enceinte Inca, ainsi que 4 bâtiments, furent épargnés et de nouveau révélés au monde après le tremblement de terre de 1950. Pour bien vous imaginer, c'est dans le Coricancha qu'avaient lieu les sacres, les mariages et les funérailles des Incas, ou encore la célébration de la fête du soleil en présence de l'empereur. C'est également ici qu'étaient conservées les momies royales. L'endroit regorgeait d'or, d'argent et de pierres précieuses, mais il était avant tout le temple de toute une civilisation. Nous poursuivons notre trip dans le centre-ville. En remontant les rues principales, vous serez séduit par ces murs blancs si caractéristiques, parés de pierres angulaires qui font le charme des constructions incas. Au-delà de l'esthétique, elles constituent une garantie antisismique dans une région où les tremblements de terre sont fréquents. Cette technique de maçonnerie primitive, dite cyclopéenne polygonale, date de l'Antiquité. Vous noterez qu'elle n'utilise pas de ciment, mais des tailles complexes pour faire en sorte que les pierres forment des joints impeccables. Les blocs sont travaillés de sorte que les surfaces en contact coïncident parfaitement entre elles, sans interstice. Cusco est vraiment une ville qui mérite à elle seule qu'on s'y attarde. Vous pourriez passer des jours à arpenter ses rues en découvrant un nouveau coin charmant, un petit resto sympathique ou un détail d'architecture. Et de nuit, l'ambiance est également très sympa.
Au centre de la place d'armes trône un guerrier au cœur d'une jolie fontaine. Selon la légende, c'est l'endroit précis où le bâton d'or de l'Inca Manco Cápac s'enfonça, lui indiquant de fonder ici une ville qui serait la capitale du puissant empire. Et il en devint le premier souverain. Idem. Pour en savoir davantage sur Cusco, n'hésitez pas à visionner ma vidéo dédiée sur ma chaîne dont je vous remets le lien en description. Enfin, il est inconcevable d'envisager un voyage au Pérou sans visiter le Machu Picchu. Par contre, sachez que c'est une véritable expédition en soi. Il faut tout d'abord vous rendre à Aguascalientes, en contrebas du site. Mais aucune route ne dessert ce village. Pour y accéder, vous n'aurez d'autre choix que 4 jours de trek ou bien 1h30 de train au départ de la gare d'Ollantaytambo avec votre passeport. Arrivé sur place, vous devrez encore faire la queue pour emprunter une navette qui vous mènera à l'entrée du site à 400 mètres de dénivelé. Oui, car cette merveille du monde est perchée à 2430 mètres d'altitude. Mais une fois là-haut, la magie opère. Selon les archéologues, le Machu Picchu aurait été érigé au XVe siècle par l'empereur Pachacútec, qui était l'un des plus éminents dirigeants des Incas. En raison de sa situation géographique bien particulière, qui le rend très difficile d'accès comme on vient de le voir, le site fut abandonné lors de l'effondrement de l'Empire Inca. Il sombra alors dans plus de 3 siècles d'oubli, avant d'être en partie révélé à l'ensemble du monde en 1911 par l'historien américain Hiram Bingham. On y recense 172 édifices sur environ 530 mètres de long et 200 mètres de large. Autant vous dire qu'il faut prévoir une bonne journée si vous voulez le visiter. D'ailleurs, une fois encore, je vous engage vivement à visionner ma vidéo dédiée qui vous présente tout ce qu'il y a à voir sur place et avec les explications qui s'imposent. Je vous en remets le lien en description. Vous l'aurez compris, le Pérou est une destination à ne pas manquer si vous êtes amateur de culture, d'histoire, d'aventure et de dépaysement. Du charme envoûtant de Lima à la splendeur mystique du Machu Picchu, en passant par les trésors dissimulés de la vallée sacrée et la beauté naturelle du lac Titicaca, le Pérou offre une expérience de voyage complète et enrichissante que je vous encourage à vivre par vous-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et dites-nous quelle est votre destination favorite au Pérou ou quelle aventure aimeriez-vous vivre dans ce pays fascinant. Partagez vos expériences et vos conseils en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures aux 4 coins du monde. Hasta luego!